Quand l'avion a atterri et que le signal de la ceinture de sécurité a clignoté, Margaret Andrew a souri doucement. Elle attendait cette visite depuis des semaines, pour enfin revoir son fils unique, David, après presque un an de séparation. Elle l'imaginait attendant juste à l'extérieur du terminal, les bras ouverts, peut-être même tenant une de ces pancartes idiotes avec son nom dessus. Mais quand elle est entrée dans le hall des arrivées, il n'y avait personne. Seulement le bourdonnement des étrangers et la lueur blanche et froide des néons de l'aéroport. Aucune voix familière, aucun sourire appelant « Maman ». La seule chose qui l'a accueillie fut la morsure aiguë de l'air hivernal et un silence si lourd qu'il résonnait dans ses os. Elle a attendu près de la zone de prise en charge, sa petite valise à ses côtés. Elle a regardé son téléphone, aucun appel manqué, aucun message. Peut-être le trafic, se dit-elle. Peut-être qu'il fait le tour du terminal. Mais 30 minutes passèrent, puis 40. Toujours rien. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle l'appela. 4 sonneries, puis la messagerie vocale, « Salut, c'est David. Laisse un message. » Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle baissa le téléphone, le glissa dans la poche de son manteau et regarda la neige épaisse qui tombait dehors. Quelque part au fond de sa poitrine, quelque chose se brisa silencieusement. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était quelque chose de plus froid, la reconnaissance. David n'était pas en retard. Il ne venait pas. Le chauffeur de taxi a à peine établi un contact visuel lorsqu'elle est montée à l'arrière. « Où ça, madame ?» Elle lui a donné l'adresse sans réfléchir, la même adresse où elle avait vécu pendant plus de 30 ans, la même maison où David avait grandi, le même endroit qu'il ne s'était pas donné la peine de visiter ce Noël. Dehors, la ville scintillait de lumières de Noël et de fenêtres joyeuses, mais à l'arrière de ce taxi, Margaret était assise en silence, les doigts serrés sur ses genoux, sa buée embuant la vitre. Elle n'était pas triste, pas encore. Elle était en train de digérer. Et quelque part entre l'aéroport et sa maison, quelque chose en elle a commencé à changer. Ce n'était pas de la confusion, c'était de la clarté. De retour à la maison, Margaret s'assit silencieusement au bord de son lit. Le même couvre-lit fleuri qu'elle avait plié et déplié pendant des années était maintenant froissé sous ses mains. La valise gisait, non ouverte, sur le sol. Elle ne bougea pas pour la défaire, pas encore. Son esprit vagabonda, non pas vers l'aéroport, mais vers des années lointaines. Après la mort soudaine de son mari, alors que David n'avait que 8 ans, Margaret avait resserré son monde autour de son fils comme une carapace protectrice. Elle avait sauté des repas pour s'assurer qu'il mangeait bien, pris des quarts de travail supplémentaires à la clinique juste pour couvrir les voyages scolaires pour lesquels il ne l'avait jamais remercié. Quand David avait eu des difficultés en mathématiques, elle avait trouvé un tuteur. Quand il s'était cassé le bras en faisant du skateboard, elle avait passé la nuit sur une chaise d'hôpital, fredonnant des berceuses qu'il feignait de ne pas entendre. À 23 ans, David était venu la voir avec un rêve dans les yeux et un projet de start-up à la main. « J'ai juste besoin d'un petit capital de démarrage, maman », avait-il dit, les yeux brillants. Margaret avait souri et signé le chèque, puisant dans ses économies de retraite anticipées. Lorsque le directeur de la banque l'avait averti que ce n'était peut-être pas un choix judicieux, elle avait seulement répondu « Les rêveurs ont besoin d'elle ». L'application avait échoué, les investisseurs avaient disparu, David était entré dans une spirale infernale, et pourtant, Margaret était restée. « Nous trouverons un autre moyen », lui avait-elle dit, le serrant dans ses bras à travers les sanglots silencieux qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas entendre. C'était il y a 10 ans. Depuis, elle avait co-signé des prêts, payé des cartes de crédit, même refinancé sa maison une fois lorsque son entreprise avait traversé une mauvaise passe. Elle avait porté le même manteau d'hiver pendant 7 ans parce qu'il y avait toujours une nouvelle facture à payer. Elle avait manqué son propre 60e anniversaire parce que David avait oublié de planifier quoi que ce soit. Et pourtant, pas une seule fois, elle ne s'était plainte. Elle appelait ça de l'amour. Il appelait ça normal. Maintenant, assise dans le calme de sa propre chambre, Margaret sentit quelque chose d'étrange l'envahir. Pas du regret, mais une lente prise de conscience brûlante. Elle avait passé des décennies à être le filet qui le rattrapait chaque fois qu'il tombait. Mais que se passe-t-il lorsque le filet décide de ne plus vous rattraper? Que se passe-t-il lorsque la loyauté est confondue avec l'obligation et que l'obligation se brise?
Que reste-t-il? Pour la première fois depuis très, très longtemps, Margaret n'était pas sûre à qui elle avait tout donné d'elle-même, ni pourquoi. Le lendemain matin, le soleil filtrait faiblement à travers les stores, projetant de longues lignes pâles sur les carreaux de la cuisine. Margaret se versa une tasse de café, s'assit à table et ouvrit son téléphone sans réfléchir. C'était devenu une routine au fil des ans, vérifier les soldes, transférer des fonds, s'assurer que les paiements automatiques de David étaient passés. Seulement cette fois, son pouce s'attarda un peu plus longtemps sur son nom. David Andrew. Toujours répertorié comme utilisateur secondaire sur 3 comptes bancaires, possédant toujours une carte de crédit conjointe, toujours marqué comme son contact d'urgence. Urgence. Le mot la fit s'arrêter. Quel genre d'urgence laisse votre mère seule sur le trottoir d'un aéroport? Elle accéda aux paramètres du compte. Sa respiration était régulière, son visage calme. Pas de drame, pas de colère, juste des chiffres, juste des faits. Elle fit défiler jusqu'au panneau de configuration. Un petit bouton se trouvait au bas de l'écran, geler l'accès. Elle cliqua. Une invite apparut, confirmer l'action. Son doigt n'hésita pas, oui. L'écran clignota une fois, puis une autre, accès suspendu en attente de renouvellement d'autorisation. Et voilà, il était exclu. Sa carte de débit échouerait, ses paiements automatiques seraient rejetés, les comptes qu'il avait utilisés comme des tirelires personnels n'étaient plus à sa disposition. Margaret posa le téléphone et expira lentement. Cela ne ressemblait en rien à de la vengeance. C'était comme si elle se souvenait enfin de son propre nom. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, regardant la peinture écaillée du plafond qu'elle avait toujours eu l'intention de réparer. Quelque part de l'autre côté de la ville, David sirotait probablement un café cher, planifiant un dîner avec Tina, ignorant que le sol sous son style de vie venait de disparaître. Et pour une fois, Margaret ne se sentit pas coupable. Ce n'était pas une explosion, ce n'était pas une punition. C'était une correction silencieuse, une limite tracée non par la colère, mais par la survie. C'était, à tous égards importants, le début de quelque chose de nouveau. À peine une heure s'était écoulée lorsque son téléphone vibra. Margaret jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un SMS de David, « Maman, ton compte a un problème. Ma carte ne fonctionne pas, peux-tu vérifier ?» Pas de salutation, pas d'excuse, juste la supposition qu'elle laisserait tout tomber et arrangerait ça. Elle fixa le message, le pouce planant au-dessus du clavier. De vieux instincts s'agitèrent, le besoin d'adoucir, d'expliquer, de rassurer. Mais ils ne prirent pas le dessus comme avant. Au lieu de cela, un souvenir différent fit surface. Il y a 5 ans, une chambre d'hôpital. Margaret en blouse, pâle et groggy après une opération, des tubes dans les bras, une infirmière vérifiant ses constantes toutes les heures. Elle avait parlé à David de l'opération des semaines à l'avance. Il avait promis de venir. Il n'est jamais venu. Urgence de travail, avait-il dit plus tard au téléphone, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous chez le dentiste, comme si sa douleur était facultative. Margaret n'oublia jamais le sentiment de se réveiller seule, de chercher son fils du regard dans le couloir, pour finalement réaliser qu'elle n'était pas assez importante pour être une priorité. Maintenant, alors que son téléphone vibrait à nouveau avec un deuxième message, « Maman, allô ?» elle le retourna simplement, écran vers le bas. Pas de réponse, pas d'explication, pas de drame. Juste le silence. Parfois, le silence parle plus fort que n'importe quelle confrontation. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et ouvrit le tiroir où elle gardait ses dossiers personnels, directives médicales, testament de vie, formulaire de contact d'urgence, tous avec le nom de DAV. Idées soigneusement remplies. Elle sortit chacun d'eux et les posa à plat sur le bureau. Un par un, elle commença à les mettre à jour. Nouveau contact, une amie de confiance de l'église. Nouveau mandataire médical, pas de la famille. Nouveau bénéficiaire, une répartition entre des œuvres caritatives pour femmes et l'aide juridique aux personnes âgées. C'était la première fois que son nom figurait seul sur des documents officiels depuis qu'elle avait 22 ans. Et c'était comme respirer. Margaret ne claqua aucune porte, elle ne hurla pas dans le vide. Elle cessa simplement de répondre. Parce que la forme de rejet la plus puissante n'est pas la rage, c'est l'indifférence.
Il ne fallut pas longtemps pour que David et Tina rendent publique leur version. Quelques jours après le début du silence, le nom de Margaret commença à apparaître dans des publications où elle n'avait pas été taguée, des plaintes énigmatiques, des demi-vérités déguisées en pitié. Tina publia la première, « Certaines personnes oublient qui a toujours été là pour elles. » Triste de voir comment l'argent change les cœurs. Les commentaires affluèrent, « Je prie pour vous, j'espère qu'elle reviendra à la raison, la maltraitance des personnes âgées est une réalité. » Margaret lut chaque mot en silence, sirotant son thé. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle fit des captures d'écran, chaque publication, chaque commentaire, chaque accusation subtile. Son avocate, Madame Carter, lui avait dit un jour, « N'interrompez jamais un menteur lorsqu'il construit votre dossier pour vous. » Alors Margaret ne le fit pas. Elle conserva les preuves, les organisa par date et les garda dans un dossier privé intitulé « Au cas où ». Eleanor, son amie du groupe de l'église, passa un après-midi avec une bouteille de vin et un sourire narquois. « Tu vois ce que Tina écrit ?» demanda-t-elle en faisant glisser son téléphone sur la table. Margaret acquiesça. « J'ai vu. »« Tu vas répondre ?»« Non. »« Tu vas contre-attaquer ?» Le sourire de Margaret fut discret. « Pas encore. » Car elle comprenait quelque chose que David et Tina ne comprendraient jamais, le pouvoir ne vient pas de celui qui crie le plus fort, il vient de celui qui détient les preuves. Et Margaret les avait toutes, les SMS, les relevés bancaires, les menaces que Tina lui avait envoyées un jour en pensant que Margaret ne répliquerait jamais. Elle les laissa continuer à publier, les laissa recueillir la sympathie d'étrangers qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Parce que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements pour être vraie. Elle a juste besoin de temps. Et Margaret avait déjà attendu longtemps. Quelques jours de silence de plus ne feraient pas de mal. Surtout quand elle savait que la tempête ne venait pas pour elle. Elle venait pour eux. L'assignation arriva un jeudi matin, pliée soigneusement dans une enveloppe glissée sous sa porte d'entrée. David et Tina la poursuivaient en justice. Les allégations étaient audacieuses et cruelles, incompétence financière, déclin mental, influence indue. Ils affirmaient qu'elle était manipulée, qu'elle n'était pas apte à gérer son propre argent. Margaret lut le document une fois, puis elle décrocha le téléphone et appela Madame Carter. Une semaine plus tard, elle entra dans le palais de justice vêtue d'un tailleur-pantalon gris ardoise et de discrètes boucles d'oreilles en perles. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son visage serein. Elle ne ressemblait pas à une victime, mais à un témoin de sa propre survie. David était assis de l'autre côté de la pièce, les yeux baissés. Tina chuchotait furieusement à leur jeune avocat, qui feuilletait des dossiers aux couleurs vives avec une énergie frénétique. La juge, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux parsemés d'argent et aux yeux vifs, ajusta ses lunettes. Affaire 143, Andrew contre Andrew, lut elle à haute voix. Les plaignants peuvent commencer. L'avocat de David se leva, la voix tremblante. Il parla de confusion, de malentendu, d'une femme vulnérable abusée par des tiers. Margaret resta immobile. Elle ne sia pas. Elle n'en avait pas besoin. Quand ce fut son tour, Madame Carter se leva avec une confiance tranquille. « Nous ne sommes pas ici pour spéculer, » dit-elle en posant un simple dossier en manille sur le banc. « Nous sommes ici pour présenter des preuves. » Elle ouvrit le dossier et commença. Pièce à conviction A. Message texte de David demandant des fonds sous de faux prétextes. Pièce à conviction B. Relevé bancaire montrant des milliers transférés pour couvrir son loyer, sa voiture, ses vacances, tout cela sans consentement. Pièce à conviction C. Un enregistrement de messagerie vocale de David disant « Elle perd la tête. Une fois que nous aurons le contrôle, nous serons tranquilles pour la vie. » La salle tomba dans le silence. Même la juge se pencha en arrière. Puis, finalement, Margaret parla. Sa voix était douce, ferme. J'ai élevé mon fils seul. J'ai payé ses dettes. J'ai donné jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Mais je ne lui ai jamais donné la permission de me traiter comme une banque avec un cœur qui bat. Un soupir s'éleva de la galerie. Le jugement tomba rapidement. Toutes les demandes rejetées. Les plaignants condamnés à une amende pour dépôt d'une plainte abusive. Margaret Andrew déclarée pleinement compétente,
pleinement indépendante. Elle ne sourit pas. Elle ne célébra pas. Elle se leva simplement, fit un signe de tête à la juge et sortit. Un pas de plus vers sa vie, selon ses propres termes. Le lendemain du verdict, Margaret s'assit à la table de sa cuisine avec une tasse de café torréfié noir et un calme doux dans la poitrine qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le silence dans la maison n'était plus pesant, il était sien. À midi, elle s'était connectée à son portail bancaire privé et avait finalisé ce qu'elle avait tranquillement planifié pendant des mois, chaque actif, chaque compte, transféré dans un trust à son seul nom. Pas de successeur, pas de mandataire, pas d'échappatoire. Puis elle cliqua sur une annonce qu'elle avait mise en favori des semaines auparavant, une villa baignée de soleil surplombant la côte dans une petite ville internationale. Isolée, sûre, calme. Elle l'acheta sans ciller. Pas un plan B, un nouveau départ. Cet après-midi-là, Margaret appela Madame Carter et confirma le transfert final. Puis elle fit 2 valises, juste l'essentiel, du l'inconfortable, un album photo, son journal et le dossier en cuir contenant chaque document légal qu'elle contrôlait désormais. À la fin de la semaine, elle était partie. Elle ne laissa pas de mots. Elle n'en devait aucun. L'air marin l'accueillit comme un vieil ami lorsqu'elle monta sur le ferry pour l'île qu'elle appelait désormais chez elle. À l'enregistrement du complexe hôtelier, un jeune homme en lin impeccable lui offrit un verre de limonade fraîche. « Bienvenue à Coral Bay Sanctuary, Madame Andrew. » Elle sourit. Cette fois, le nom ne lui parut pas lourd. Dans les jours qui suivirent, Margaret commença à s'épanouir à l'air salin. Elle prit des cours de voile, fréquenta les marchés locaux, rit avec des femmes qui avaient aussi survécu à quelque chose de difficile. Et le mercredi matin, elle anima un atelier intitulé « Finances de la liberté pour les femmes de plus de 60 ans, qui avaient trop donné pendant trop longtemps ». Elle ne fit pas de cours magistral, elle partagea, sur les fonds de pension discrètement vidés, sur les enfants adultes qui brouillaient la frontière entre besoin et droit, sur le pouvoir de dire non. Pas amère, pas en colère, juste clair, juste fini. Son histoire n'était plus une histoire de vengeance, c'était une histoire de réappropriation. Et chaque semaine, plus de femmes la rejoignaient à cette table, non pas pour être sauvées, mais pour se souvenir qu'elles n'avaient jamais été impuissantes, juste inaudibles. Jusqu'à maintenant. De retour en ville, David s'effondrait. Au début, c'était de petites choses, cartes refusées, échéances de prêts hypothécaires manqués, virements automatiques rejetés. Il appela la banque, paniqué, la voix s'élevant à chaque explication, « J'ai accès. » Ce doit être une erreur. Mais la voix à l'autre bout du fil fut ferme, « Votre autorisation a été révoquée, monsieur. » Le titulaire principal a modifié les conditions. David raccrocha, les mains tremblantes. Il envoya un long message à Margaret cette nuit-là. Pas des excuses, juste de la panique, « S'il te plaît, maman, j'ai des ennuis. » Pas seulement financiers, légaux aussi. Je ne savais pas que les choses iraient aussi loin. Mais Margaret ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit sa lettre, la lut une fois, la plia soigneusement et la plaça dans une enveloppe en manille intitulée « Matériel pertinent, confession non sollicitée. Possible inconduite financière. » Puis elle l'envoya par la poste au bureau d'enquête sur les crimes financiers. Pas de mots, pas d'explication. Juste la vérité, utilisée correctement. 2 semaines plus tard, la nouvelle éclata, David Andrew arrêté en relation avec plusieurs chefs d'accusation de fraude, de détournement de fonds et d'abus de compte conjoint. Sa photo d'identité judiciaire se répandit sur les réseaux locaux. Margaret la vit par accident sur un écran de télévision en sourdine dans un petit café côtier. Elle ne sia pas. Elle ne jubila pas. Elle se détourna simplement et sirota son thé. Il fut un temps où elle aurait vendu son alliance pour le protéger. Mais ce temps était révolu. Quand on passe sa vie à rafistoler des trous que quelqu'un d'autre ne cesse d'ouvrir, on finit par apprendre à poser l'aiguille. Margaret n'avait pas détruit la vie de David. Il l'avait fait lui-même. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de s'écarter et de cesser de le protéger des conséquences qu'il s'était tant efforcé de créer. Le matin de son 70e anniversaire, Margaret se promena seule jusqu'au rivage. Pas de bougie, pas d'appel, pas de bruit. Juste elle et la mer. Elle portait une robe en lin léger et tenait une seule pierre lisse dans sa main.
Grise, ronde et gravée d'un mot, clôture. Un cadeau d'Éléanore, accompagné d'un signe de tête et d'un doux murmure, il est temps. Les vagues étaient douces ce matin-là, le ciel teinté d'or tandis que la marée lui léchait les chevilles. Le sel embrassa une vieille cicatrice sur son pied, une qu'elle avait presque oubliée. Elle resta immobile un long moment, puis elle arma son bras et lança la pierre. Elle ricocha une fois, 2 fois, et disparut sous la surface. Elle n'attendit pas le clapotis. Elle ne regarda pas en arrière. Plus tard dans l'après-midi, elle signa les derniers papiers pour une résidence à long terme au sanctuaire côtier. Une suite permanente, son nom sur la porte. Sans attache. Elle plaça le contrat signé à côté de son passeport. Sa vie avait autrefois été faite de réactions, aux urgences, à la culpabilité, à la voix de quelqu'un d'autre. Maintenant, chaque pas était un choix. Ce soir-là, Margaret s'assit sur son balcon, regardant l'horizon s'adoucir en lavande. Elle ouvrit son journal à une page vierge et écrivit d'une écriture ferme, « Aujourd'hui, je n'appartiens qu'à moi-même. » Elle le souligna 2 fois. Et quelque part de l'autre côté de la mer, où le bruit des anciennes exigences ne pouvait l'atteindre, Margaret expira enfin. Non pas comme quelqu'un laissé derrière, mais comme quelqu'un qui s'était relevé. Et n'avait jamais regardé en arrière.